accords de coopération de 2 mémorandums d'entente ont été signés hier en Algérie et entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie lors de la visite du président Ouattara à Alger à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika. Le développement des échanges entre les pays arabes et africains au centre de la 14e conférence parlementaire afro-arabe à l'Assemblée nationale aujourd'hui. 53 pays participent à la rencontre. Le FMI présente son rapport sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. La croissance économique de la Côte d'Ivoire restera forte et plus inclusive les prochaines années, mais l'activité économique en Afrique subsaharienne a nettement ralenti. Donald Trump est officiellement le seul candidat républicain à la Maison-Blanche, bien qu'il n'ait pas encore atteint la majorité de 1237 délégués requises pour l'investiture. Il devrait y parvenir lors des derniers scrutins qui se tiendront jusqu'au 7 juin, comme prévu. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État est en Algérie depuis lundi. Vous le savez, Alassane Ouattara s'est rendu aujourd'hui à Constantine, la ville natale de la première dame Dominique Ouattara. Il a visité plusieurs unités industrielles et une usine de chocolat. Le président Ouattara souhaite que ce groupe vienne implanter une usine de transformation ici même en Côte d'Ivoire, ce qui va permettre au pays de transformer une partie de son cacao. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et le chef de l'État veut aussi que le cacao soit transformé en Côte d'Ivoire. Écoutons un extrait de l'intervention du président Ouattara. J'ai fait 3 visites. La dernière est celle de cette usine pharmaceutique aux normes internationales. Vous savez, c'est un domaine qui demande beaucoup de précision, beaucoup de précautions. Et c'est impressionnant de voir toutes les dispositions qui sont prises. Je voudrais donc féliciter le directeur général, tous les employés et dire que je suis fortement impressionné. Comme d'ailleurs tout à l'heure la visite de la chocolaterie qui montre que la Côte d'Ivoire peut exporter des beurres de cacao. Également la visite de l'usine de tracteurs. Tout cela montre l'industrialisation de ce grand pays. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier à nouveau le président Bouteflika pour l'audience qu'il m'a accordée. La Côte d'Ivoire et l'Algérie ont signé un accord de coopération et 2 mémorandums d'entente à Alger. Ce sont les ministres des Affaires étrangères des 2 pays qui ont signé ces accords en présence du Premier ministre algérien et du président Ouattara. Le reportage de Jérôme Kofi Aboula. 2 personnalités algériennes reçues successivement par le président de la République de Côte d'Ivoire ce mardi au 2e jour de sa visite d'État entamée lundi en Algérie. C'est le président du Parlement algérien qui le premier a échangé avec le chef de l'État ivoirien. L'entrevue a essentiellement porté sur les relations entre les 2 pays. Les relations fraternelles et très proches entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie ne datent pas d'aujourd'hui. Mais on a parlé aussi du présent et de l'avenir, comment renforcer davantage la coopération entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, comment vous trouvez les tribunes où on peut se concerter et surtout lorsqu'il s'agit de la diversification économique. Tout comme le président du Parlement algérien, le Premier ministre d'Algérie a aussi échangé avec le président Alassane Ouattara. Également au menu de cette rencontre, l'excellence des relations bilatérales. Nous avons décidé, avec Monsieur le Président, entre le gouvernement algérien et le gouvernement de Côte d'Ivoire, de relancer les relations entre les 2 pays, particulièrement dans le domaine économique. Par exemple, la commission mixte qui existe entre les 2 pays ne s'est plus réunie depuis 1996. Il a été décidé aujourd'hui de la réunir avant la fin de cette année. Les 2 personnalités algériennes reçues par le président de la République de Côte d'Ivoire se sont félicitées de cette visite d'État qu'il effectue dans leur pays à l'invitation du président algérien Abdelaziz Bouteflika. Pour ces personnalités, c'est l'occasion que les 2 pays doivent saisir en vue d'une impulsion nouvelle quant à la coopération entre les peuples algériens et ivoiriens. À la suite donc de ces différentes rencontres, 3 accords ont été signés, l'accord portant coopération agricole, le mémorandum d'entente au niveau de l'enseignement technique et de la formation et enfin le mémorandum de consultation politique.
En Algérie, Dominique Ouattara a visité un jardin d'essai et le musée des Beaux-Arts d'Alger. Jérôme Kofi Aboulan nous donne la teneur de cette visite dans ce reportage. 2 sites visités, 2 symboles de grande portée. D'abord, le musée des Beaux-Arts d'Alger, sur une étendue de 4500 m². Accompagnée de la ministre algérienne de l'Éducation, Nouria Ben Gabrit, la première dame de Côte d'Ivoire s'est donné du plaisir à découvrir les merveilles de ce musée, avec notamment l'exposition en cours du peintre Agyaout concernant 56 tableaux. À côté de cela, il y a la collection permanente de moulages européens originaux des écoles françaises et allemandes du XIIe et XIIIe siècle, sans compter la création artistique des grands noms du XIXe siècle. Telle qu'elle a mentionné dans le livre d'or du musée des Beaux-Arts, la première dame de Côte d'Ivoire s'est dite heureuse de découvrir ces œuvres, selon elle, inestimables. J'ai été particulièrement heureuse de découvrir toutes les belles œuvres que regorge le musée des Beaux-Arts, et vraiment que de trésors et que de magnifiques œuvres qui sont répertoriées dans ces belles salles. Je voudrais féliciter d'ailleurs Madame la directrice du musée parce qu'elles sont particulièrement bien entretenues, sauvegardées. Enfin, c'est vraiment magnifique. J'ai été particulièrement impressionnée. Une autre visite de la première dame de Côte d'Ivoire, même plaisir. Il s'agit du jardin d'essai. C'est la découverte par Dominique Ouattara des jardins français et anglais, du musée Faune et Flore, du jardin d'enfants, du centre d'exposition et du jardin zoologique, le tout bâti sur une superficie de 80 hectares. L'un des éléments impressionnants, c'est le grand arbre à lianes qui aurait servi de décor au tournage du célèbre film Tarzan avec l'acteur Johnny Weissmuller. Comme on le voit, la joie de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été aussi grande que lors de sa première visite, c'est-à-dire le musée des Beaux-Arts. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de ces 53 pays qui participent à la 14e conférence parlementaire afro-arabe à l'Assemblée nationale. Le développement des échanges entre les pays arabes et africains sera au cœur de la rencontre. Le but, promouvoir la paix et le développement durable. Michel Dugré nous explique les enjeux de la conférence. 10 présidents d'Assemblée nationale, 150 délégués issus de 53 pays sont à Abidjan pour jeter les bases d'une nouvelle coopération entre les parlements africains et arabes. Dès l'entame de son discours, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, donne les enjeux de cette rencontre de haut niveau. La conférence parlementaire afro-arabe demeure, j'en suis personnellement convaincu, l'une des plus grandes opportunités qui s'offrent à nos deux régions pour faire face aux nombreux défis qu'engendre la crise économique mondiale et la menace sur la sécurité et la paix. Une union sacrée donc entre les parlements afro-arabes pour garantir le développement durable, mais surtout la paix, d'autant plus que la menace est commune et n'épargne aucun continent. Un ennemi commun à nos États se fait de plus en plus redoutable, que je nomme le terrorisme. Assurément, la 14e conférence parlementaire afro-arabe est une opportunité qui nous est offerte pour insister de plus belle sur ce point et réaffirmer dans le même temps notre indignation contre cette nébuleuse. Tous les intervenants ont souhaité des actions collectives et concertées pour venir à bout du terrorisme. La question devrait cristalliser les énergies au cours de ces 2 jours de conclave. Sachez que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a été élu président de la conférence parlementaire afro-arabe pour un mandat de 2 ans. Guillaume Soro sera accompagné dans sa tâche par un vice-président et un rapporteur issus respectivement d'Égypte et du Gabon. L'activité économique en Afrique subsaharienne a nettement ralenti selon le rapport présenté par le Fonds monétaire international sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne. La croissance économique de la région est tombée à 3,5% en 2015, le plus bas niveau depuis une quinzaine d'années, mais la croissance économique de la Côte d'Ivoire, elle, restera vigoureuse pour les prochaines années et deviendra plus inclusive. Le reportage de Thomas Guissambi. Afrique subsaharienne, un changement de cap s'impose.
C'est le titre du rapport d'étude sur les perspectives économiques régionales mené par le Fonds monétaire international. Et c'est en Côte d'Ivoire qu'il est présenté, de quoi amener le chef du gouvernement ivoirien à saluer le choix porté sur la Côte d'Ivoire avant d'apprécier de telles rencontres. Je salue et remercie le Fonds monétaire international pour l'organisation de cette rencontre qui offre l'occasion aux acteurs économiques d'échanger autour des problématiques clés de nos économies. Je suis convaincu que les débats qui suivront les différentes présentations permettront d'approfondir cette analyse en vue de tirer le meilleur parti des perspectives qui se dégagent pour l'économie africaine au regard des énormes potentialités latentes de nos pays. Dans le rapport présenté par l'équipe de Roger Nord, directeur adjoint du département Afrique du FMI, on en retient que l'activité économique en Afrique subsaharienne a nettement ralenti. Mais comme à l'accoutumée, la situation varie considérablement d'un pays à l'autre. La croissance observée récemment en Afrique subsaharienne s'est arrêtée. Toutefois, les perspectives de croissance à moyen terme de la région demeurent favorables. Mais à condition qu'un changement de cap décisif soit fait dans bien de cas, telle la poursuite de réformes structurelles et sectorielles, la poursuite des réformes des finances publiques. Niali Kaba, la ministre ivoirienne du Plan et du Développement, a suivi avec beaucoup d'intérêt les analyses présentées. Il nous faut tirer les enseignements de ce rapport. Il nous faut créer les conditions d'une résilience économique, c'est-à-dire d'une capacité de l'économie à résister aux chocs exogènes. Et pour cela, la Côte d'Ivoire doit continuer de diversifier son économie, mais surtout la Côte d'Ivoire doit constituer une base industrielle en transformant localement davantage de matières premières et même en transformant localement d'autres produits. La présentation des perspectives économiques régionales fait partie des rendez-vous que le Fonds monétaire international a avec les gouvernements partenaires en marge de ses réunions annuelles et réunions du printemps pour parler d'économie et de finances. Le pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny est logé à l'ESIE, l'école supérieure interafricaine d'électricité de Bingéville, qui a été visitée par le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, aujourd'hui même. Cette école est un maillon important de la recherche en Côte d'Ivoire. Christelle Menant nous mène au cœur de ce pôle scientifique. Petite leçon sur les modalités d'exécution des dépenses. Et le professeur du jour n'est autre que le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Les trois factures permettent de faire des comparaisons. Et cela permet à l'université de gagner en faisant jouer la concurrence. Fondamentalement, c'est ça. Mais on peut aller plus vite. Nous sommes à l'école supérieure interafricaine d'électricité, concédée en 2001 à l'Université Félix Houphouët-Boigny. L'espace abrite aujourd'hui le pôle scientifique et d'innovation de l'Université de Cocody. Les étudiants ivoiriens et de la sous-région y viennent surtout pour des formations doctorales. En plus d'unités de recherche et de centres d'incubation, l'ESIE loge 2 laboratoires de biotechnologie et de biologie moléculaire et un musée scientifique de plus de 16 000 espèces de la biodiversité. Particularité du pôle scientifique et d'innovation, développer la recherche en renforçant les échanges entre l'université et les entreprises dans les domaines de l'agriculture, de la santé, des énergies renouvelables. Nous sommes heureux de voir la Côte d'Ivoire faire une avancée très forte au niveau de la recherche scientifique. Il y a au niveau des résultats des choses concrètes qui pourraient être, disons, que mises en œuvre sur le terrain. Nous allons voir avec Madame le ministre en charge de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et avec le ministre de l'Industrie et des Mines, comment aller d'une idée de recherche à un élément, un prototype et à la transformation donc, concrète sur le terrain en matière industrielle. Les chercheurs qui trouvent, on en trouve en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement qui cherchent. Autre motif de la présence du Premier ministre dans les locaux de l'ESIE ce 4 mai, la perspective de retour de l'École supérieure interafricaine d'électricité dans ses locaux d'origine. La Côte d'Ivoire a obtenu que l'ESIE revienne en Côte d'Ivoire. Il était question de voir aussi le centre de métier d'électricité ici. Je crois qu'il y a une 40aine d'hectares. S'il y a des possibilités ou pas de transférer donc la nouvelle école là-bas. 250 ingénieurs en électricité ont été formés à l'École supérieure interafricaine d'électricité avant sa fermeture en 2000. L'école avait été créée en 1979 par l'Union des producteurs, transporteurs et distributeurs de l'énergie électrique d'Afrique
pour faire face au manque de cadres techniques dans les sociétés africaines d'électricité. Parlons défense avec cette délégation des officiers du 38e cours supérieur d'état-major des forces armées du Nigeria en voyage d'études en Côte d'Ivoire. Cette délégation a été reçue par le ministre chargé de la Défense. Abou Sanogo était au ministère de la Défense. Ils sont 33 de 9 nationalités. Ces officiers stagiaires du 38e cours supérieur d'état-major des forces armées du Nigeria en voyage d'études en Côte d'Ivoire depuis le 24 avril dernier. En adéquation avec les thèmes de leur stage, plusieurs structures étatiques et autres infrastructures économiques ont été visitées par la délégation de 44 personnes au total et conduites par le vice-amiral Victor Adedipe, commandant second de cette école et pour qui le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas fortuit. Nous avons choisi la destination Côte d'Ivoire par rapport bien sûr à l'importance de ce pays au sein donc de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est un pays de renommée mondiale. Aujourd'hui, bien sûr, elle a traversé une crise post-électorale difficile, mais aujourd'hui, elle est une image au sein donc de l'Afrique. L'excellence de la coopération ivoiro-nigériane a été relevée par Alain Richard Donvaï qui a entretenu les membres de la délégation sur certaines questions, à savoir entre autres la loi de programmation militaire 2016-2020, la question du genre dans les armées et le renforcement des liens armées-nations à travers les actions civilo-militaires. Les stagiaires, eux, se disent satisfaits de leur séjour en Côte d'Ivoire. Il est bon de noter que la visite au ministre chargé de la Défense marque la fin de la mission en Côte d'Ivoire de la délégation venue du Nigeria. 60% des produits pétroliers de l'espace CEDEAO sont utilisés dans le secteur des transports et nous savons tous que le carburant contient beaucoup de soufre, ce qui nuit fortement à la santé des populations. La CEDEAO veut rectifier le tir. Elle a initié un projet pour mener la lutte. Francis Boifo nous parle de ce projet qui était au centre d'un atelier. L'association des raffineurs africains, ARA, engagée dans la démarche qualité pour réduire les pollutions atmosphériques dues au carburant. Quand on regarde un peu les carburants qui sont commercialisés sur nos marchés en Afrique, nous sommes en retrait par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché américain ou sur le marché européen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a sur ces marchés des diesels sans soufre, des essences sans benzène. Les raffineurs européens et américains ont investi des sommes colossales pour pouvoir retirer, disons, ces produits nocifs comme le soufre et le benzène du carburant. Et nous, notre plaidoyer en tant qu'ARA, qu'on nous donne le temps de nous adapter. Produire du carburant de qualité respectant les normes environnementales mondiales d'ici à 2020. C'est une exigence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La rencontre d'Abidjan vise à harmoniser les spécifications des carburants issus des raffineries africaines. Nous devons travailler avec l'ARA pour faire une étude, rapport qualité-prix et tout, considérer vraiment l'impact que ces spécifications auront sur le développement, parce que ces spécifications-là porteront aussi bien sur les véhicules à importer, sur le carburant à importer. Si les raffineries africaines parviennent à fournir du carburant de qualité, elles aideront à réduire le nombre de morts chaque année dû à la pollution urbaine à travers le monde. L'OMS avance le chiffre de 800 000 décès. Le pylône de Côte d'Ivoire Télécom s'est écroulé. Du coup, Radio RFI et d'autres radios n'émettent pas depuis ce matin. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan hier est à l'origine de tout cela. La fureur de la pluie a fait des dégâts de plus de 500 millions de francs CFA. Perpétuellement et Adama Kone nous disent comment les choses se sont passées. Silence radio pour les stations RFI, BBC et Radio Jaune Noir ce mercredi. À l'origine, ce pylône de 130 mètres qui s'est écroulé le mardi dernier à Bobo derrière Raï, à la suite de la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan. Dans la nuit d'hier, à environ de 19h15, l'antenne est tombée. Et quand elle est tombée, ils ont fait signe au 21e arrondissement qui sont venus à l'aide pour ne pas que les jeunes du quartier puissent venir voler les câbles qui sont là. Les dégâts sont estimés à plus de 500 millions de francs CFA.
La perte commerciale ne peut être évaluée pour le moment. À première vue, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y a d'abord eu une rupture des bancs de niveau 1 et 2. Et c'est ça qui a entraîné la chute de tout le pylône. Nous avons fait l'audit de ce site il y a de cela. Moi, les rapports sont en train d'être consolidés pour mettre à la disposition de l'AIGF qui nous a mandaté pour cette mission. Et vraiment, avec ce rapport-là, vous aurez vraiment les détails de cette mission-là. Ici, des techniciens expertisant le pylône afin de le réhabiliter. Sachez que la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a constaté l'interruption des programmes des radios RFI, BBC, RJN dans la région d'Abidjan. Les raisons sont maintenant connues. Vous l'avez vu dans ce reportage de Perpétue Coin et de Adama Kone. Les opérateurs concernés qui ont la charge du maintien du site se sont engagés à tout mettre en œuvre pour le rétablissement de leur diffusion. Moussa Traoré, président réélu de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, investi aujourd'hui à la Maison de la Presse, une investiture qui lance son second mandat de 3 ans à la tête de l'UNJCI. Et pour l'occasion, Moussa Traoré compte axer ces 3 prochaines années sur la restructuration de la dignité du journaliste, la restauration de la dignité du journaliste à travers l'application de la convention collective et d'autres actions sociales. Il a présenté son nouveau bureau fort de 24 membres. Notons que Moussa Traoré, président sortant, a été réélu au 9e congrès du 16 au 17 avril dernier. Un cyberdélinquant connu sous le pseudonyme Commissaire 5500 a été interpellé par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Il arnaquait des personnes depuis plus de 12 mois. Il est poursuivi pour escroquerie en bande sur Internet. Abou Sanogo. Abdoulaye Raimi, connu sous le pseudonyme de Commissaire 5500, ne fera plus le boucan. Il a été mis aux arrêts par les éléments de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Suspecté d'utilisation frauduleuse d'éléments d'identification des personnes physiques et morales, d'escroquerie en bande sur Internet, d'arnaque aux faux sentiments et aux faux héritages, d'abus de confiance et de chantage. Raimi Abdoulaye et 3 de ses amis ont été interpellés dans la commune de Cocody le mercredi 27 avril dernier. Interpellation qui intervient à la suite de plusieurs plaintes et dénonciations faisant état de ce qu'ils s'adonneraient à des activités peu recommandables. Une opération est alors lancée pour démanteler leur réseau. Elle conduit les enquêteurs à leur domicile à Koumassi-Remblai. Résultat, une dizaine de portables et plusieurs supports informatiques saisis. 4 de leurs complices interpellés. Interrogés, ils auraient reconnu les faits et ils s'adonneraient à la cyberescroquerie depuis plus d'1 année. Fait corroboré par le laboratoire criminalistique de la Direction de l'information et des traces technologiques. L'analyse du matériel en leur possession a permis de découvrir de faux documents, passeports, cachets, logos et des victimes, dont une institution financière. Abdoulaye Raimi était un bon vivant très adulé. Il distribuait des liasses de billets à chacune de ses sorties. Son nom est cité dans plusieurs chansons. Le commissaire 5500 a été déféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Sachez que 2 jeunes ont aussi été mis aux arrêts aujourd'hui alors qu'ils s'apprêtaient à agresser des élèves du lycée classique de Cocody. Francis Boisfo nous rapporte les faits. Sur la dizaine de jeunes qui s'apprêtaient à agresser les élèves du lycée classique de Cocody ce mercredi aux environs de 15 h, 2 ont été mis aux arrêts par la police. Les faits. Des voyous qui sont introduits au niveau du lycée classique d'Abidjan pour agresser les autres élèves, arrachant les porte-monnaies, de l'argent et puis des portables. Donc ils ont été pris avec des couteaux et des machettes. Aucune perte en vie humaine. Le commissaire du 8e arrondissement salue l'esprit citoyen des populations. La police est entièrement à la disposition de la population. Nous vous donnons des informations. Ceci a été possible parce que la population a communiqué. On ne peut pas faire de police sans informations. Et c'est par rapport aux informations que nous sommes venus à temps prendre ces individus indélicats. Mais l'enquête se poursuivra et nous allons démanteler ce réseau. Ces 2 jeunes qui seraient membres d'un groupe d'agresseurs communément appelé microbes seront déférés et répondront de leurs actes devant la justice. La ville de Korogo a un nouveau centre de santé. C'est un don de la LONASI qui veut rapprocher les centres de santé des populations. Kader Sogodogo était à la cérémonie de remise de prix. La LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire,
vient d'offrir un centre de santé intégré au quartier Jean de la Fosse dans la commune de Korogo. Les clés de ce bâtiment flambant neuf ont été remises aux autorités administratives, politiques et sanitaires de Korogo. Isiaka Fofana, directeur général de la LONASI, inscrit cette action dans les œuvres sociales d'une société nationale citoyenne. La LONASI apporte sa modeste contribution à la prise en charge de cette demande sociale. Et c'est là, conformément à la mission sociale que l'État de Côte d'Ivoire lui a assignée. Le premier magistrat de la commune de Korogo encourage cette structure qui accompagne l'État dans sa quête du bien-être social des Ivoiriens. Amadou Gonkoulibaly, pour sa part, a exhorté la population à fréquenter et à entretenir le centre de santé. Je voudrais, monsieur le directeur général, vous féliciter pour l'orientation que vous avez prise de faire de la LONASI une entreprise citoyenne qui accompagne l'État central, qui accompagne le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans la mise en œuvre de son programme de gouvernement pour la Côte d'Ivoire. Chaque année, des maternités, des dispensaires, des écoles sont construits par la Loterie nationale de Côte d'Ivoire au profit des populations. Le secrétaire général de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, est en tournée à l'intérieur du pays. À San Pedro, il a parlé du processus du référendum et du renouvellement des structures de base. Thérèse Tapé-Yoboui. Les militants de l'UDPCI, Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, sont en ordre de bataille à San Pedro. Ils l'ont dit à leur secrétaire général, Laurent Tchagba, en tournée dans la localité. Les échanges tenus au quartier Seweke ont porté sur le parti unifié, le référendum, les élections législatives et le renouvellement des sections. La sensibilisation que nous avons fait au niveau de nos militants nous fait dire que demain, l'UDPCI va participer significativement à relever les défis, à savoir, premièrement, le référendum, deuxièmement, les élections législatives, le parti unifié. Et pour cela, il faut que le parti qui est l'UDPCI soit suffisamment assis. Quant aux militants, ils ont promis de faire honneur à leur parti. Ils disent avoir compris les ordres. Pour les élections législatives, l'UDPCI aura son mot à dire dans la région de San Pedro, ont-ils promis. Les États-Unis et la Russie ont conclu un accord pour étendre le cessez-le-feu en Syrie à la province et la ville d'Alep. Ils se coordonneront pour renforcer la surveillance de sa mise en œuvre. Depuis la reprise le 22 avril des hostilités dans la deuxième ville du pays, 284 personnes, dont 57 enfants et 38 femmes, ont péri dans les violences, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Et puis aux États-Unis, Donald Trump n'a officiellement plus d'adversaire dans la course à l'investiture républicaine pour la Maison-Blanche après le retrait officiel du gouverneur de l'Ohio, John Kasich. Le milliardaire new-yorkais est désormais seul en lice dans une course qui a compté jusqu'à 17 candidats républicains. La Convention nationale républicaine, elle, aura lieu à Cleveland, dans l'Ohio, dans le nord, du 18 au 21 juillet. Donald Trump, quasiment près du but. Il est en voie d'être le candidat républicain à la présidentielle américaine de novembre prochain. Une position assurée grâce à sa brillante victoire aux primaires de l'Indiana, mais aussi à l'abandon de son principal rival, le sénateur du Texas, Ted Cruz. Cette année a été incroyable. Je n'avais jamais vécu ça. Mais c'est une chose belle à contempler. Et nous allons rendre à l'Amérique sa grandeur. Nous allons gagner en novembre. Plus tôt, son adversaire Ted Cruz avait annoncé publiquement son renoncement à la course pour l'investiture républicaine. Nous avons tout donné, mais les électeurs ont choisi une autre voie. Et c'est le cœur lourd, mais avec un optimisme sans limite pour l'avenir de notre pays que nous suspendons notre campagne. Donald Trump a obtenu 53% des voix des délégués républicains selon les résultats partiels. Loin des 1237 délégués requis pour l'investiture, mais il est sûr de les acquérir sans la concurrence de Ted Cruz lors des 9 primaires restantes. Du côté des démocrates, Hillary Clinton reste favorite pour l'investiture. Avant mardi, elle avait 2179 délégués contre 1400 pour son opposant Bernie Sanders, alors que la majorité requise est de 2383.
Le match de la présidentielle se jouera probablement entre Hillary Clinton et Donald Trump en novembre prochain. Avant de nous dire au revoir, sachez que la dépouille mortelle de Dikael Yadé, artiste musicien décédé le 17 avril dernier à Paris, arrive à Abidjan demain à 18h15. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.